Bonjour tout le monde, on va commencer un nouveau chapitre sur la thermodynamique ou transfert thermique. Donc, pour commencer, on va parler de ce qu'est un système thermodynamique. Donc, un système, c'est un petit peu comme en mathématiques. Un système, c'est ce dont on va étudier le mouvement en mécanique, alors que là, c'est pas le mouvement qu'on va étudier, mais c'est les transferts thermiques. Donc la thermodynamique, c'est une branche de la physique, comme la mécanique, dans laquelle on a un système thermodynamique et le milieu extérieur. Donc tout le reste, c'est le milieu extérieur. Et c'est une zone définie de l'espace qui contient un grand nombre d'entités chimiques. Donc, par exemple, imaginez que vous ayez une mole peu importe, d'ion cuivre, Cu2+. Une mole, c'est quand même 6,02 fois 10 puissance 23. Donc c'est beaucoup d'entités chimiques. Les entités chimiques, je vous rappelle, ce sont des molécules, des atomes ou des ions. Et on caractérise ce système thermodynamique par plusieurs grandeurs. Donc, premièrement, sa température, ce sera toujours en Kelvin et pas en degrés Celsius. Sa pression, qui sera en pascal. Son volume en mètres cubes. Et sa quantité de matière en mol. Donc tout ce qui n'est pas le système thermodynamique est nommé le milieu extérieur. Comme ici, vous avez le système avec les 4 grandeurs qu'il caractérise et le milieu extérieur. Donc entre le milieu extérieur et le système, il peut y avoir des échanges d'énergie ou de matière. On va le voir juste après. Donc justement, ce système peut être ouvert s'il peut échanger de l'énergie et de la matière avec le milieu extérieur. Il peut être fermé s'il ne peut échanger que de l'énergie mais pas de matière avec le milieu extérieur. Et il peut être isolé du milieu extérieur s'il ne peut échanger ni énergie ni matière avec lui. Donc voilà, ouvert, fermé ou isolé. On a une convention, je vous expliquerai un petit peu avec un exemple tout à l'heure. Donc cet échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur peut se faire de deux manières, donc soit par un travail, le travail d'une force non conservative, soit par un transfert thermique. Non conservative ou conservative, peu importe, on verra plus tard. Donc ça peut se faire soit par transfert thermique, soit par un travail. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être juste les transferts thermiques, donc le Q. Donc si le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, donc ça veut dire que si la flèche est du milieu extérieur vers le système, dans ce cas-là, on va compter ça positivement. Donc le travail ou le transfert thermique est compté positivement. Par exemple, je reçois 3 joules du milieu extérieur, je vais mettre Q est égal à plus 3 joules. Par contre, si le système cède de l'énergie au milieu extérieur, donc ça veut dire que la flèche sera du système vers le milieu extérieur, dans ce cas-là, on va compter ça négativement, et si par exemple le système cède 5 joules, je vais mettre Q est égal à moins 5 joules. Parce que c'est toujours par rapport au système qu'on compte. Donc si je dis Q égale à moins 5 joules, ça veut dire qu'il a perdu, moins c'est pour perdu, 5 joules. Donc si vous trouvez dans un calcul Q est égal à moins 100 joules, dans la phrase de réponse, vous mettez le système a perdu 100 joules. Et non pas il a perdu moins 100 joules ou il a gagné moins 100 joules. Vous mettez il a perdu 100 joules. Un exemple de système thermodynamique, c'est le gaz parfait. Donc, je vous rappelle qu'un gaz, c'est composé de molécules en mouvement, ou d'atomes, pas forcément de molécules d'ailleurs. Le mouvement est désordonné. Les molécules sont très espacées les unes des autres, parce qu'elles sont très petites, donc elles occupent un grand espace, et elles entrent en collision avec les parois du récipient, qui contient le gaz. Et aussi entre elles, sauf dans le cas du modèle du gaz parfait. Mais un gaz normal, les molécules entrent en collision entre elles aussi. Donc c'est un petit peu ça. Ça c'est un gaz, c'est pas un gaz parfait. Quelle différence entre ça et le gaz parfait? Donc pour simplifier les calculs, on va considérer plusieurs simplifications. Premièrement, les entités chimiques qui constituent ce gaz parfait sont considérées comme ponctuelles, ça veut dire qu'elles n'ont pas de volume. Donc c'est pas une boule comme dans le dessin qui est ici, c'est un point. Donc si c'est un point, ça veut dire que pour toucher un autre point, c'est pas possible.
Donc elles vont jamais se toucher entre elles, les molécules. Par contre, elles vont heurter la paroi. Justement, c'est la suite. Ça veut dire qu'on va négliger les interactions entre elles, entre les entités, parce que comme ce sont des points, elles sont ponctuelles, elles ne vont pas entrer en collision entre elles. Et dernièrement, seuls les chocs entre ces entités, donc les molécules et les parois du système, vont être pris en compte. Donc pas les chocs entre les molécules elles-mêmes. Donc quelles sont les limites du gaz parfait? C'est qu'en fait ces trois conditions, en réalité, elles n'existent pas. Donc en réalité, un atome a un volume non nul. Donc un atome, c'est une sphère, une sorte de sphère. Donc il y aura forcément des chocs avec les autres. Et une molécule, c'est même un assemblement d'atomes, donc c'est encore plus gros. Ensuite, les interactions entre les molécules ne peuvent pas toujours être négligées. Pourquoi? Parce qu'on peut y avoir je vous rappelle le cours de l'année dernière, entre des molécules d'eau, par exemple, il y a des liaisons hydrogènes. Entre d'autres types de molécules, il y a des liaisons de Van der Waals. Donc si on néglige ça, ça veut dire qu'on va négliger un caractère important de l'espèce chimique. Donc ça ne va pas toujours être le cas. Ici, je parle de liquide, je ne parle pas de gaz. Donc même dans les gaz, c'est vrai aussi. Et donc, on ne peut considérer un gaz comme étant un gaz parfait seulement dans deux conditions. Donc, premièrement, que le gaz soit dilué. Donc ça veut dire qu'il y a très peu d'entités et qu'elles soient très, très éloignées les unes des autres pour ne pas qu'elles se heurtent les unes aux autres. Et deuxièmement, à de faibles pressions. Parce que si on augmente la pression, ça veut dire que finalement, elles vont avoir plus de chances de se heurter. Donc voilà pour le gaz parfait, ce qu'est un gaz parfait. Et vous avez déjà vu la loi du gaz parfait, qui est une équation. C'est PV égale nRT. Je vous rappelle que P, c'est en pascal, V, c'est en mètre cube, pardon. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge et en gras. Parce que d'habitude, vous utilisez toujours le volume en litres. Faites attention, dans cette équation-là, c'est en mètre cube. Donc ce sera, si on vous le donne en litres, ce sera à convertir en mètre cube. N, c'est en mol, la quantité de matière. R, c'est 8,314, donc 8,31 joules par Kelvin par mol. C'est la constante des gaz parfaits, ce sera toujours la même constante. Et T, c'est la température en Kelvin. Attention, c'est pas en degrés Celsius, c'est en Kelvin. Je vous rappelle que pour passer des degrés Celsius au Kelvin, il faut ajouter 273. Par exemple, 20 degrés Kelvin est égal à 20 plus 273, donc ça fait 293 Kelvin. Donc 20 degrés Celsius égale à 293 Kelvin. Que dit cette loi des gaz parfaits? Elle dit plusieurs choses. Elle dit que P et V, on verra ça un petit peu plus tard. Ouais, je pense qu'on va voir ça dans les autres lois. Donc qu'est-ce qu'une force pressante? Qu'est-ce qu'une pression? Ça c'est juste un rappel de seconde et de première. Donc une pression, donc comme il y a des chocs avec les parois, quand vous avez un gaz, vous avez des chocs sur les parois, donc ces molécules exercent une action mécanique sur ces parois-là. Et on va modéliser cette action mécanique par une force, qu'on appelle la force pressante, parce que ça va presser sur les parois. Comme c'est une force, elle a 4 caractéristiques. Premièrement, la direction, elle est perpendiculaire à la paroi. Donc si par exemple il y a une pression sur un bouchon de Coca-Cola, de champagne ou peu importe, donc vous allez mettre la force F, qui va avoir une direction qui sera perpendiculaire à la paroi, donc au bouchon. Deuxièmement, le sens. Vu que c'est le gaz qui exerce une pression sur la paroi, c'est du gaz vers la paroi. Troisièmement, la valeur, qui dépend de l'intensité du choc, on verra ça tout à l'heure. Et quatrièmement, le point d'application. On met ça où ça s'applique. Ça veut dire que où va s'appliquer la pression, elle va s'appliquer sur tout le bouchon. Et comme on doit mettre ça sur un seul point, donc on va le mettre sur le bouchon, mais au centre du bouchon. Donc le centre de la surface de contact entre le gaz et la paroi. Donc l'exemple ici, c'est ce qu'on met. Donc là, on va mettre ça. F, on ne voit pas très bien, mais normalement, il doit être au centre du bouchon. Pas au centre du bouchon, mais au centre de la surface de contact entre le bouchon et le gaz. Perpendiculaire à la surface de contact. Et dans le sens donc, du gaz vers la paroi, vers le bouchon.
c'est ce qu'il y a ici aussi. Donc le gaz est à l'intérieur du ballon, donc il va exercer une force pressante sur les parois du ballon. Et ça, c'est une partie du ballon qui est agrandie. Donc, la pression, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est pas la force pressante, mais la pression. C'est rien d'autre que une force par unité de surface. Ça veut dire que c'est la force par mètre carré. Comme la force ici, elle va avoir lieu à tous les points du ballon. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est on prend un mètre carré de ce ballon, et sur ce mètre carré, quelle est la force qui va être exercée dessus? C'est ce qu'on appelle la pression. La pression, donc elle est en pascal, comme je vous l'ai dit, la force en newton, et la surface en mètre carré. Donc le pascal, c'est des newtons par mètre carré. Ensuite, on va voir ce qu'est la température et la pression au niveau microscopique. On l'a déjà un petit peu dit, mais on va le redire. Donc la température, c'est une grandeur qui définit un système au niveau macroscopique. Donc ça veut dire que si je dis il fait 20 degrés Celsius, c'est au niveau macroscopique qu'on ressent qu'il fait 20 degrés Celsius. Mais au niveau microscopique, qu'est-ce qui se passe pour qu'il fasse 20 degrés Celsius? Ben, ça correspond à l'agitation des molécules qui constituent ce gaz. Plus les molécules seront agitées, donc elles auront une énergie cinétique importante, une vitesse importante. Donc ça veut dire qu'elles vont... l'énergie cinétique, ça peut être soit dû au fait qu'elles se déplacent, soit au fait qu'elles vibrent. Donc plus cette énergie cinétique va être importante, plus la température du système au niveau macroscopique sera importante. C'est ce qu'on a ici. Donc comme vous voyez ici, les flèches sont petites. Ça veut dire que ces molécules-là ont une vitesse qui est plus faible qu'ici. Donc si elles ont une vitesse plus faible ici, ça veut dire qu'elles sont moins agitées. Donc cette température est moins importante que là. Donc il fait plus froid ici que ici. La pression maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une grandeur macroscopique, mais au niveau microscopique, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que les chocs des molécules sur la paroi, ou chocs des entités chimiques sur la paroi du système. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, plus la vitesse des molécules sera élevée, plus la pression sera importante. Logique, si vous êtes plusieurs à aller à grande vitesse sur une porte, elle aura plus de chances de céder que s'il n'y a qu'une personne qui heurte cette porte. Deuxièmement, elle est d'autant plus élevée que la quantité de matière du gaz est élevée. J'ai dit une bêtise tout à l'heure dans l'exemple. Dans l'exemple, c'était la vitesse. Donc plus vous allez vite sur la porte, plus vous avez de chances qu'elle s'ouvre. Deuxièmement, plus vous êtes nombreux à taper sur la porte, plus vous avez de chances qu'elle s'ouvre. Pareil. Et ça, j'ai remis un petit peu la même chose. Donc la pression, n'oubliez pas, c'est le choc des molécules sur la paroi. Ça représente ça. Donc au niveau de la loi des gaz parfaits, on l'a vu, c'était PV égale nRT, sauf que avant de connaître cette loi-là, en fait, il y a eu plusieurs lois qui ont existé et puis qui reprennent en fait cette loi. Qui la reprennent pas, mais qui étaient avant cette loi-là. Mais avec la loi des gaz parfaits, on peut retrouver ces lois. Donc, la loi de Boyle-Mariotte, elle dit qu'à température constante et pour une quantité de matière donnée, le produit de la pression par le volume du gaz est constant. Donc, PV égale à constante. Donc ça, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Comment est-ce qu'on le relie à la loi des gaz parfaits? C'est PV égale nRT. Et comme on a dit qu'on est à température constante, donc T égale constante, et une quantité de matière donnée, donc constante, donc N égale constante. Donc si N est constante, R c'est une constante, forcément c'est la constante des gaz parfaits. Et T est constante, donc on a PV égale à une constante. Que veut dire que PV est égal à une constante? Donc ça c'est valable que pour des faibles pressions. Ça veut dire que plus P augmente, plus V diminue. Plus P diminue, plus V augmente. Donc c'est ce qui se passe ici. Si vous avez une pression qui diminue ici, le volume va augmenter. Ou si vous avez le volume qui augmente, la pression va diminuer. Ça revient même. Donc c'est ce que vous avez ici. Si je mets 4 barres ici, j'appuie fortement ici, donc le volume va diminuer. Si j'appuie moins fortement, les molécules de gaz vont taper sur la paroi, donc ça va faire remonter la paroi. Parce que j'ai enlevé deux barres ici.
Et si j'enlève encore un bar, bah, les molécules elles pourront encore frapper pour faire remonter la paroi ici. Donc le volume augmente. Ensuite, on a une deuxième loi qui est tirée de cette loi des gaz parfaits, la loi d'Avogadro-Ampère. Et elle dit qu'à pression et à température constante, un même nombre de molécules, ou une même quantité de matière, ça revient même, occupera toujours le même volume, quel que soit le gaz. D'où est-ce que ça sort? En fait, c'est V sur N égale à une constante. Donc, si vous avez une même quantité de matière, vous aurez toujours un même volume, parce que les deux, c'est constant. V sur N, c'est une constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai 4 molécules d'eau, donc c'est le N, elles vont occuper un certain volume. Maintenant, si j'ai 4 molécules de... Qu'est-ce que j'ai mis ici? Je crois que c'est de l'éthane. Il y a 3 boules ou 2 boules? C'est du propane, je pense. Donc si j'ai 4 molécules de propane, pardon, elles vont occuper le même volume, parce qu'il y a 4 molécules pareilles que pour l'eau, même si elles sont plus grosses. J'ai 4 molécules d'ammoniac dans le même volume. J'ai 4 molécules de dihydrogène dans le même volume. Donc ça ne dépend pas de la taille des molécules, ça dépend juste du nombre de molécules qui vont occuper le même volume. Tant que j'ai le même nombre de molécules, j'ai le même volume. Et ça, c'est ce qu'on appelle, dans ce que vous avez déjà vu, le volume molaire. V sur N égale constante, c'est le volume molaire. Et ce constante, c'est égal à quoi? C'est égal à, si je mets V divisé par N, donc le N je le passe de ce côté-là, et le P je le passe de l'autre côté, ça fait RT sur P. Donc V sur N, c'est le volume molaire, et c'est égal à RT sur P. C'est pour ça qu'on vous dit que à 25 degrés, une mole de gaz occupe un volume de 24 litres. Donc vous avez 24 litres par mole à 25 degrés. Et à 0 degré, c'était 22,4, je crois, litres par mole. Donc ça se calcule comme ça. On vous le donne en général dans les sujets, mais vous pouvez le calculer en faisant 8,31 fois la température en Kelvin, donc 25 ça fait 298 Kelvin, divisé par la pression atmosphérique, c'est égal à ça. Donc là, moi j'ai trouvé 24,4. Pourquoi? Parce que c'est pas 24,0. Parce que je n'ai pas forcément mis les bonnes valeurs exactes. Là c'est 8,314 et puis là il y a aussi d'autres virgules après. Mais peu importe, on n'est pas loin. Bon, 24,4, c'est à peu près la même chose. Ensuite, on va arriver au principe de la thermodynamique. Premier principe de la thermodynamique. Donc, en mécanique, on s'intéressait principalement au milieu extérieur du système. Donc, quand on faisait somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération, pour le principe fondamental de la dynamique, ce qui nous intéressait, c'est les forces extérieures au système. Alors qu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux forces qui sont à l'intérieur du système. Plutôt à l'énergie qui est à l'intérieur du système, et pas à ce qui est à l'extérieur. Et on s'intéressait aux phénomènes macroscopiques, alors que là, on va s'intéresser aux phénomènes microscopiques. Donc l'énergie totale du système, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle d'un système. Je vous rappelle que l'énergie potentielle, c'est pas forcément l'énergie potentielle de pesanteur, ça peut être aussi l'énergie potentielle élastique ou l'énergie potentielle électrique. Et dans notre cas ici, vu que les molécules, les atomes sont faits de protons, d'électrons, etc., donc il y aura forcément des interactions électriques entre elles. Donc ça va plutôt être l'énergie potentielle électrique. Plus énergie cinétique microscopique et énergie potentielle microscopique. Donc là, on a ajouté ça à ce que vous aviez vu au départ. Donc l'énergie mécanique, avant on faisait comme si que l'énergie d'un système, c'était son énergie mécanique. Sauf quand on avait parlé des frottements. Et là, on ajoute l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. Justement, c'est ce qui correspond au frottement. Ça. Dans la mécanique. Donc, EC plus EP, c'est l'énergie mécanique. Donc, l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique plus l'énergie mécanique microscopique, on va dire. Donc, cinétique et potentielle microscopique. Donc, vous pouvez lire, justement, c'est ce que je viens de vous dire. Quand un système subit des frottements, son énergie mécanique, on avait vu qu'elle ne se conservait pas. Pourquoi? Parce qu'une partie de cette énergie est transférée à l'intérieur du système. Donc c'est plus l'extérieur, c'est l'intérieur du système. C'est pour ça qu'on ne la voit plus, entre guillemets. Et donc elle est
transférée sous forme d'énergie cinétique microscopique. Ça veut dire que les molécules de votre système, du système que vous aurez frotté, vont acquérir une vitesse plus importante, ou une vibration plus importante. Donc, qu'est-ce que l'énergie des entités? Ça, c'est ce que je viens de vous dire, l'énergie cinétique microscopique. C'est dû à l'agitation des molécules du système, donc à leur température. Et l'énergie potentielle, c'est lié à l'interaction entre ces entités. Donc cette interaction, ça peut être des liaisons covalentes, des liaisons hydrogènes intramoléculaires, ça peut être... ça, c'est dans une même molécule. Et ça peut être entre les molécules, donc par exemple les liaisons hydrogènes, les liaisons de Van der Waals, etc. Donc c'est tout ce qui est liaison. Et ça peut être des interactions entre les ions. Un cation et un anion, ça va s'attirer, par exemple. Donc tout ça, c'est l'énergie potentielle, ce sont des interactions. Alors que l'énergie cinétique microscopique, c'est l'agitation des molécules. Donc on revient à ce qu'est un système, l'énergie interne d'un système. Donc l'énergie interne, c'est la première loi de la thermodynamique, le premier principe. C'est la somme de toute l'énergie cinétique, les énergies cinétiques et potentielles de toutes les entités chimiques qui composent le système. Donc c'est impossible à calculer en réalité, vu qu'il y a des milliards d'entités chimiques dans un système. S'il y a une mole, ça veut dire qu'il y a 10 puissance 6,02 fois 10 puissance 23 molécules par exemple dans le système. Donc si je devais savoir la vitesse de chaque système, les interactions, la vitesse de chaque molécule, les interactions qu'il y a entre chaque molécule, etc., ça me prendrait plus d'une vie. Donc c'est impossible à déterminer. Donc l'énergie totale, comme c'est l'énergie cinétique plus potentielle, plus cinétique microscopique et potentielle microscopique, vu qu'on a vu que ça, c'était l'énergie interne du système, donc ça c'est plutôt ce qui se passe à l'extérieur au niveau macroscopique, et ça c'est l'énergie interne. Donc on peut mettre que l'énergie totale, c'est l'énergie mécanique du système, donc EC plus EP, plus l'énergie interne du système. Donc ça, c'est pas encore le premier principe, mais c'est la définition de l'énergie interne. Comme je vous ai dit, c'est impossible de connaître l'énergie interne d'un système. Par contre, ce qu'on peut connaître, c'est sa variation. Comment est-ce qu'on peut connaître la variation de l'énergie interne? Grâce justement au premier principe de la thermodynamique. Et là, on est au premier principe. Donc ce principe stipule que si on est dans un système au repos, ça veut dire que l'énergie mécanique du système est égale à 0. Donc l'énergie cinétique macroscopique et potentielle macroscopique sont nulles. Donc c'est un système qui est immobile et qui a une énergie potentielle nulle aussi. Dans ce cas-là, la variation d'énergie interne d'un système, elle est due à deux choses. Donc soit, premièrement, les transferts thermiques, soit, deuxièmement, le travail des forces. Donc, delta U, c'est égal à le travail des forces plus les transferts thermiques. Aujourd'hui, on ne va pas trop s'intéresser au travail des forces, on va s'intéresser plutôt au transfert thermique. Donc, au niveau supérieur, vous apprendrez plutôt ça comme ça. Donc, la différentielle de U, c'est la différentielle de W plus la différentielle de Q. Et vous verrez qu'il y a une différence entre ce D et ce delta, mais peu importe. Vous verrez ça à l'université. Donc, un exemple. Si vous avez un système qui reçoit un travail de 100 joules et qui reçoit aussi une énergie de 250 joules, donc ça veut dire qu'elle a reçu 350 joules. Dans le même temps, elle va céder un travail de 150 joules et céder une énergie thermique de 300 joules. Donc elle va céder 450 joules, 150 plus 300. Ça veut dire que finalement, elle va céder plus d'énergie qu'elle ne va en recevoir. Elle va céder combien de fois plus d'énergie? Elle va céder 100 joules de moins. 100 joules de plus, pardon. Donc ça veut dire que Q, total, ce sera égal à moins 100 joules, parce qu'elle va céder 100 joules. Donc céder, ça veut dire moins, souvenez-vous. Alors que recevoir, c'est plus. Comment est-ce qu'on fait ce calcul-là? Donc on a W1 plus W2 plus Q1 plus Q2, sachant que quand elle cède, on a un moins devant, donc W2 c'est moins et Q2 c'est moins, alors que quand elle reçoit, on met un plus.
Donc finalement, ça va faire 100 plus moins 150 plus 250 plus moins 300. Et ça vous donne moins 100 joules. Ça veut dire que le système a cédé 100 joules. Donc maintenant, cette énergie interne, en général, comment est-ce qu'on la calcule? On la calcule grâce à une grandeur qu'on appelle la capacité thermique. Pas l'énergie interne, mais plutôt la variation de l'énergie interne. Pourquoi est-ce qu'on peut calculer ça avec la capacité thermique? Parce que quand l'énergie interne d'un système augmente ou diminue, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'agitation des molécules ou des entités du système qui va varier. Donc pour un système incompressible, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, Q, c'est égal à C fois delta T. Donc comme delta U, on a vu que c'était égal à Q plus W. Pour un système incompressible, sachez que quand V égale constante, W égale 0. Donc si W égale 0, on n'a plus que Q. Donc delta U égale à Q. Et ce Q, c'est C fois delta T. Ça, c'est une autre façon de l'écrire. On verra ça dans le supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que, moi je vais donner un exemple, ça veut dire que, imaginez ici que vous ayez deux systèmes différents. Il y a une paroi entre les deux. Imaginez que vous mélangiez maintenant les deux systèmes. J'enlève la paroi. Ici, j'avais une certaine température supérieure à cette température-là. Si j'enlève les deux, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous que la température, c'est l'agitation des molécules du système. Donc ici, elles sont très agitées, elles ont une énergie cinétique plus grande que là. Donc qu'est-ce qui va se passer? De l'autre côté, ces molécules-là vont influer sur celles-ci. Donc elles vont faire en sorte de, quand elles vont s'entrechoquer, on ne parle plus de gaz parfait ici, quand elles vont s'entrechoquer, les molécules de ce système-là avec les molécules de ce système-là, donc celles-ci vont perdre un peu de leur vitesse, alors que celles-ci vont en gagner. C'est comme si je vous disais, moi je suis en train de courir et je heurte quelqu'un. Bah, je vais perdre un peu de ma vitesse, et quand je vais la heurter, cette personne va prendre de la vitesse. Donc finalement, la vitesse des molécules du système vont avoir tendance à prendre la moyenne entre les deux. Ici, ça c'est la température finale. Donc, qu'est-ce que la capacité thermique d'un système? Ça représente sa capacité à stocker de l'énergie interne. Donc, plus la capacité d'un système est grande, plus je peux transférer de l'énergie à un système sans forcément augmenter de beaucoup la température. Par contre, si j'ai une capacité faible, il suffit que je donne peu d'énergie pour augmenter de beaucoup la température. Donc c'est quoi la capacité? Ça correspond à l'énergie qu'on doit fournir à un système pour augmenter sa température de 1 Kelvin ou de 1 degré Celsius. Ça revient au même. 1 Kelvin ou 1 degré Celsius, quand c'est une variation, ça revient au même. La plupart du temps, dans les exercices, on n'utilise pas la capacité thermique. Mais on utilise la capacité thermique massique. Donc petit c, il n'y a pas grand c. Sauf que parfois, dans certains exercices, on appelle ça capacité thermique, alors qu'on met un petit c. Donc comment distinguer les deux? Cette capacité thermique, elle en, vu que c'est Q divisé par delta T, C c'est égal à Q divisé par delta T, donc c'est des joules divisé par des Kelvin, alors que la capacité thermique massique, c'est des joules par Kelvin et par kilogramme. Ça veut dire que ça, 4185 pour l'eau, c'est l'énergie qu'il faut apporter à 1 kg d'eau pour la faire augmenter sa température de 1 degré ou 1 Kelvin. Donc si je vais faire passer 1 kg d'eau, donc 1 litre d'eau, de 20 degrés à 21 degrés, il faut lui apporter 4185 joules. Par contre, pour 2 kg, il faudra le double. Donc le lien entre les deux, c'est grand C égale à petit m fois petit c. Donc finalement, en fait, vous pouvez retenir Q égale à C fois delta T, ou Q est égal à petit m fois petit c fois delta T. Et c'est plutôt celle-là qu'on va utiliser dans les exercices. Donc là, je vous ai mis le petit rappel. La température en Kelvin, c'est égal à la température en degrés Celsius, plus 2,273. 0,15, mais si vous ne mettez pas 0,15, c'est pas grave. Un exemple. J'ai une casserole d'eau
qui est rempli avec 2 litres d'eau. Sa température augmente de 60 degrés. Ça veut dire par exemple elle était à 20 degrés au départ et elle passe à 80 degrés. Donc quel est le système considéré? C'est la casserole d'eau. Ce que je veux dire, c'est plutôt l'eau qu'il y a dans la casserole. Est-ce qu'il est ouvert ou est-ce ce système est ouvert, fermé ou isolé? Ce système est ouvert parce que si vous mettez juste une casserole, il peut y avoir un transfert d'énergie. Forcément, si vous chauffez, il y a un transfert d'énergie. Sinon, vous ne pouvez pas chauffer. Et il peut y avoir un transfert un échange de matière. Quand vous chauffez, quand ça bout, il y a des molécules d'eau qui vont s'échapper. Sauf si vous mettez un couvercle hermétique, dans ce cas-là, il sera fermé, mais pas isolé. Ensuite, il faut juste que je branche mon... Je mets juste pause et je branche mon ordinateur. C'est bon, c'est branché. Donc, calculer ensuite la variation d'énergie interne du système. Comment est-ce qu'on fait? On utilise le fait que le volume, par contre, il faut que le volume soit constant. Donc, on va dire que le système est fermé, qui est bien une casserole d'eau, ou alors on va dire que il n'y a pas d'évaporation et pas de vaporisation non plus, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à 100 degrés. Donc, pas de perte d'eau. Donc dans ce cas-là, le volume est constant et on peut utiliser delta U égale à C fois delta T. Sinon, c'est juste Q qui est égal à C fois delta T et pas delta U. Donc, delta U égale à C fois delta T. Ou alors, petit m fois C, mais quelle capacité? Celle de l'eau, fois delta T. Le petit m, en général, on ne vous donne pas la masse du système, mais on vous donne le volume. Comme ici, on vous a dit que c'était 2 litres d'eau. Et dans ce cas-là, comment trouver la masse à partir d'un volume? Grâce à la masse volumique. Je vous rappelle que masse volumique fois volume, c'est égal à la masse. Donc j'ai remplacé la masse ici par la masse volumique de l'eau fois le volume de l'eau. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a 1 kg par litre fois 2 litres. Donc finalement, j'ai des kilogrammes ici. Donc je n'étais pas obligé de mettre des mètres cubes ici, parce que là, si j'ai des kilogrammes par litre fois des litres, ça s'annule. Les litres. Donc, mais si vous avez des kilogrammes par mètre cube ici, il faudra mettre des mètres cubes ici. Multiplié par la capacité calorifique thermique, une capacité thermique massique de l'eau, 4185, fois la variation de température. On a dit que c'était 60, parce que la température augmente de 60 degrés. Si on vous avait dit qu'elle passe de 20 degrés à 80 degrés, ben ça revient même, vous mettez température finale moins température initiale. Donc, fois 80 moins 20, ça fait 60. Et finalement, la variation d'énergie interne est égale à 5 fois 10 puissance 5 joules, ou 0,5 mégajoules. Quelle est l'énergie thermique reçue ou cédée par le système? On ne sait pas si elle est reçue ou cédée. Ici, vu que delta U est positif, ça veut dire que l'énergie interne a augmenté. Delta U positif, ça veut dire que U final moins U initial est positif. 5 fois 10 puissance 5, c'est positif. Ça veut dire que U final est supérieur à U initial. Donc l'énergie interne a augmenté. Si elle a augmenté, ça veut dire qu'il y a eu de l'énergie qui a été reçue et pas cédée. Donc l'énergie thermique reçue, c'est Q est égal à 5 fois 10 puissance 5 joules. C'est de l'énergie reçue. Pourquoi? Parce que delta U, c'est égal à Q plus W, mais ici on avait dit que le volume étant constant, Q était égal à delta U. Quel est le travail reçu ou cédé par le système? 0, parce que le volume est constant. Donc voilà pour ce petit exemple. Maintenant on va parler de transfert thermique, et c'est ce qui va prendre le plus de temps et le plus de... c'est ce, je crois, vous allez plus tomber dans les exercices. Donc, quand vous avez un système 1 qui possède une énergie interne 1 importante, elle peut transférer, je ne sais pas si la phrase elle est bonne, c'est bon. Elle peut transformer une partie de son énergie à un système 2. Donc c'est un transfert thermique entre deux systèmes. Vous avez deux systèmes, un système 1 qui peut transférer une partie de son énergie au système 2. Donc ça veut dire que le système 1 va céder de l'énergie, le système 2 va recevoir de l'énergie.
Donc ce transfert d'énergie est alors irréversible. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas faire le chemin inverse. Et le transfert thermique, retenez bien ça, il se fait toujours du système qui est le plus chaud, donc qui a la température la plus élevée, vers le système qui est le plus froid, celle qui a la température la plus faible. Donc si par exemple vous êtes en plein été, et que dans votre maison, il fait par exemple 18 degrés, alors qu'à l'extérieur il fait 35 degrés, ben, la chaleur va entrer chez vous. Donc, ça veut dire que vous aurez un flux thermique de l'extérieur vers l'intérieur de la maison. Par contre, en hiver, s'il fait par exemple dans votre maison 18 degrés toujours, parce que vous avez un radiateur, et qu'à l'extérieur il fait 0 degré, ben, dans ce cas-là, c'est pas le froid qui va rentrer chez vous, mais c'est la chaleur de chez vous qui va sortir de votre maison. Le flux thermique se fait de la maison vers l'extérieur de votre maison, parce qu'il fait plus froid à l'extérieur. Donc c'est la chaleur qui part de chez vous. Donc ce transfert thermique, donc le transfert d'un système à l'autre, peut se faire de trois manières différentes, soit par conduction thermique, soit par convection thermique, soit par rayonnement thermique. Donc conduction, convection ou rayonnement. Normalement, vous avez déjà vu ça au moins soit en enseignement scientifique, soit en SVT pour ceux qui font SP. Mais enseignement scientifique, vous l'avez peut-être vu l'année dernière, en première. Donc un petit exemple ici, la conduction, elle se fait en général dans les solides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici par exemple, ça chauffe, ça va chauffer cette partie-là du manche. Et par conduction, ça va se propager de proche en proche, jusque là. Donc au début c'est chaud que ici, et ça arrive petit à petit jusque là, de proche en proche. La convection, c'est dans les fluides, donc liquide ou gaz. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va chauffer, c'est juste les molécules du bas qui vont chauffer. Donc elles vont être plus agitées que les molécules du haut. Donc comme elles sont plus agitées, elles vont avoir une énergie cinétique, donc une vitesse plus importante. Donc elles vont monter plus facilement. Vu qu'elles montent plus facilement, elles vont remplacer les molécules du haut, qui elles vont redescendre. Et quand elles vont descendre, elles vont chauffer aussi. Donc elles vont aussi augmenter leur énergie cinétique, donc leur énergie interne, etc., etc. Je vais réexpliquer ensuite. Et le rayonnement thermique, c'est, par exemple, vos mains, elles vont chauffer ici, par deux moyens, soit par conduction parce que ça chauffe, soit par rayonnement parce que le feu qui est ici ne va pas atteindre vos mains, mais c'est juste les rayons de ce feu-là qui vont atteindre vos mains et qui vont vous chauffer. Donc par rayonnement, les rayons qui vont vous atteindre. Donc vous avez premièrement la conduction thermique. Donc le transfert d'énergie se fait dans un milieu matériel. En général, un solide. Elle se fait de proche en proche, mais sans déplacement de matière. Ça veut dire que c'est, imaginez le manche de votre casserole, les atomes ne se déplacent pas. C'est un solide. Donc ça veut dire que chaque atome reste à sa place. Par contre, les atomes peuvent vibrer à leur place. Donc quand il y en a un qui vibre, il va faire vibrer celui qui est à côté. De proche en proche comme ça. Donc ça se déplace de proche en proche. Et ça, c'est le seul mode de transfert thermique des solides. Donc dans les solides, ça se passe comme ça. Exemple, ça va de la plaque chauffante de la plaque chauffante à la poêle ou à la casserole, ou alors de la casserole à son manche. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, quand la plaque chauffante chauffe, elle va chauffer la casserole ou la poêle ici, parce que les molécules vont vibrer petit à petit jusqu'en haut. Ou alors aussi, ça se propage partout en fait, sur la poêle, même aux manches. Donc tout ce qui est solide. Ensuite, la convection thermique. Comment ça se fait ici? Donc ça, ce sont des mouvements macroscopiques des fluides du système. Donc les fluides, je vous rappelle, c'est gaz ou liquide. Donc, un fluide chaud, je vous rappelle que c'est moins dense qu'un fluide froid, que le même fluide qui est froid. Par exemple, l'air qui est dans la pièce, où je me trouve, s'il a la même température partout, donc il y a la même densité partout. Par contre, si je commence à allumer un briquet, ou je mets un radiateur par exemple dans la pièce, ben, ce radiateur va chauffer les molécules qui sont à côté de lui. Et ces molécules qui vont chauffer vont s'élever ensuite. Pourquoi? Parce que leur densité est moins importante. Donc, les molécules qui sont au-dessus
leur densité est plus importante, donc elles vont descendre par gravitation, à cause de l'effet de pesanteur, alors que les molécules qui sont plus chaudes vont monter. Donc ça veut dire que les molécules froides vont pouvoir chauffer parce qu'elles vont descendre, alors que le radiateur est en bas. C'est pour ça qu'on met les radiateurs en bas. Ça, c'est le mode de transfert des fluides. Donc si on mettait un radiateur en haut, ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce que ça chaufferait que les molécules qui sont en haut, et les molécules qui sont en haut, vu qu'elles sont moins denses, elles vont rester en haut, elles vont pas redescendre. Donc ça veut dire que les molécules du bas, elles vont jamais chauffer, si vous mettez le radiateur en haut. Et inversement, dans les systèmes de ventilation, pas ventilation, comment ça s'appelle? L'inverse du radiateur, l'été, c'est la climatisation. Donc la climatisation, justement, ça refroidit pas les molécules, mais ça refroidit la pièce. Donc ça refroidit l'endroit de la pièce qui est à côté du climatiseur. Si on le met en bas, et que vous refroidissez entre guillemets les molécules du bas, elles vont rester en bas. Donc vous n'allez jamais refroidir les molécules qui sont en haut, entre guillemets. Donc, agiter plutôt les molécules qui sont en haut. Donc c'est pour ça qu'on met les climatiseurs en hauteur, alors que les radiateurs on les met en bas. Et finalement, c'est ce qui se passe ici. Au niveau macroscopique, on voit des cellules de convection. Donc les molécules qui sont réchauffées ici vont monter, et elles vont remplacer les molécules qui étaient plus froides en haut, qui vont descendre. Et comme elles sont plus froides, elles vont chauffer par contact avec le bas de la casserole qui a chauffé. Et quand elles seront bien chaudes, elles vont remonter, etc., etc. Ça fait des cellules de convection. Pour le rayonnement thermique se fait par absorption ou émission d'un rayonnement électromagnétique. Ça, vous l'avez déjà vu l'année dernière quand vous avez vu quand on absorbe de l'énergie. Par exemple, vous avez un rayonnement qui arrive sur de la matière. Les électrons de l'atome d'un système des atomes d'un système vont capter cette énergie. Quand ils sont au niveau fondamental, ils vont être excités. Donc ils vont capter cette énergie pour passer à un niveau excité. Et ensuite ils vont réémettre E égale H nu, vous vous souvenez. Donc c'est le seul mode de transfert thermique qui ne nécessite pas de milieu matériel pour se propager. Pourquoi? Un rayonnement électromagnétique, vous savez que ça se propage dans le vide. Donc il n'y a pas besoin de milieu matériel. Alors que pour les deux premiers, pour que ça se propage de proche en proche, il faut bien qu'il y ait des molécules qui vibrent. Et ici, il faut bien qu'il y ait des molécules qui chauffent pour qu'elles remontent et que d'autres molécules redescendent. Donc il faut un milieu matériel. Là, il n'y en a pas besoin. Donc l'exemple, ça va être le rayonnement solaire, par exemple. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être par exemple, si vous êtes dans une pièce où il n'y a personne, il va faire un peu froid. Par contre, si vous êtes dans une pièce où il y a du monde, il va faire un peu plus chaud. Pourquoi? Parce que nous, on émet des rayonnements aussi électromagnétiques qui sont des infrarouges. On n'émet pas de la lumière visible, on émet des infrarouges. Donc ça va être ce qu'on va voir avec l'effet de serre. On verra ça tout à l'heure. Donc premièrement, on va développer ce qu'est la conduction. Donc la conduction thermique, il faut que en fait, on va faire le lien entre l'électricité et les transferts thermiques pour que vous compreniez ce qui se passe. Donc vous vous rappelez que l'intensité du courant électrique, c'était dQ sur dt. Donc c'est le flux d'électrons, ou flux de charges, pas forcément électrons, ça peut être des charges, ça peut être des protons aussi. En général, c'est des électrons dans les fils, par unité de temps, par rapport au temps. Donc dans le cas de la conduction thermique, ça va être pareil, sauf que le flux, ça va pas être un flux d'électrons, ça va être un flux thermique. Donc I, c'est un flux d'électrons, et nous, à la place de I, on aura le flux thermique qu'on appelle phi. On avait dQ sur dt, c'était un flux de quoi? D'électrons, donc on prend les charges de l'électron. Là, c'est un flux thermique, donc on va prendre l'énergie thermique. Donc Q, c'est l'énergie thermique, rien à voir avec ce Q-là. Q, énergie thermique, par rapport au temps, par rapport au temps. Un flux, c'est toujours par rapport au temps, de toute façon. Donc ça se ressemble vraiment, les deux formules. Sauf que là, c'est l'énergie thermique, alors que là, c'était les charges électriques. Donc là, le flux, on le représente comme ça, par une flèche, qui va entre deux systèmes.
Donc quand vous avez une paroi en fait qui sépare deux systèmes, si vous avez un flux thermique, c'est que vous avez un système qui est plus chaud qu'un autre système. Et je vous rappelle que le flux va du système le plus chaud, le flux thermique, au système le plus froid. Donc de la salle de l'endroit où T1 est supérieur à T2. Ensuite, la loi d'Ohm, elle vous dit que U égale RI. Sauf que U, vous vous souvenez que c'était une différence de potentiel. Donc j'aurais pu mettre delta V égale à RI. De l'autre côté, qu'est-ce qui va changer? Donc ici, entre là et là, on a une différence de potentiel, alors que ici, dans le cas de la conduction thermique, à la place de R, on a un mur. Et quelle différence il y a entre de part et d'autre du mur? C'est la température, c'est plus le potentiel électrique. Donc à la place du potentiel électrique, on va mettre la température. Donc la différence de température est égale à R. Ici c'était la résistance électrique. Donc là ça va être la résistance thermique. Fois I, c'était le flux de charge. Donc là ça va être le flux thermique. Donc c'est les mêmes formules. Donc ça c'est comme la loi d'Ohm mais au niveau thermique. U égale RI, là on a delta T égale à R fois phi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la résistance, qu'est-ce que c'est? Au niveau électrique, vous l'avez déjà vu ça, la résistance électrique, c'est la résistivité pour un fil, la résistance électrique d'un fil, c'est sa résistivité, la résistivité du matériau qui le constitue, fois la longueur de ce fil, divisé par la surface de la section, donc la section du fil. Donc si le câble est gros comme ça, vous prenez sa surface. S'il est plus fin, vous prenez la surface aussi de cette section. Sauf que la résistivité, ρ, c'est l'inverse de la conductivité. Donc, plus quelque chose est résistant au passage du courant, moins il est conducteur. Donc, comme c'est l'inverse, ρ c'est égal à 1 sur la conductivité, donc 1 sur sigma. Donc à la place de ρ, on va mettre sigma, mais en bas, plutôt qu'en haut. Donc la résistance, c'est la même chose, donc c'est L sur sigma fois S. Et c'est celle-là que vous allez retenir. En général, on retient plutôt celle-là pour l'électricité, mais nous, pour l'énergie thermique, pour les transferts thermiques, on va utiliser plutôt celle-là. Donc ça, c'est pour un fil. Donc la surface, ce serait la surface de ça, donc c'est pi fois r au carré. C'est ce que j'ai mis là. Donc au niveau de l'énergie thermique, des transferts thermiques, à la place de la résistance électrique, on va avoir une résistance thermique. À la place de la longueur du fil, donc c'est quoi? Le flux thermique en fait va traverser le flux d'électrons va traverser le fil de part en part. Alors que qu'est-ce qui va être traversé ici? C'est une paroi. Donc la paroi elle va être traversée par le flux thermique. Et qu'est-ce qui va être traversé? C'est l'épaisseur de la paroi. Donc à la place de la longueur du fil, on aura l'épaisseur de la paroi. À la place de la conductivité électrique, on aura la conductivité thermique, qu'on appelle lambda. Et à la place de la surface donc, qui représente cette section-là, donc ça veut dire alors, on aura la même chose, mais au niveau de la surface d'une paroi, d'un mur par exemple. Quand il y a plusieurs parois, on va additionner les résistances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez que ici, j'ai tout ce mur-là. Donc si je veux connaître la résistance de tout ce mur-là, bah, je vais calculer R1, ça va être l'épaisseur de ce mur-là, divisé par la résistivité, la conductivité de ce matériau 1, fois la surface. La surface, c'est la surface du mur. Et pour toutes les couches, ça va être la même surface, parce que c'est vous plaquez une couche sur une autre. Donc ça va être la même surface. Par contre, l'épaisseur va être différente. Et le matériau est différent, donc la conductivité sera différente. Plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci. Donc finalement, c'est ce que vous avez ici. La résistance totale, c'est de tout le mur, c'est R1 plus R2 plus RA plus R3.
Ici, ils ont mis plus RI plus RE, mais c'est pour la résistance totale en comptant ici et ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le mur. Eux, ils ont compté la pièce qui est là et la pièce qui est là. Donc voilà, pour la conduction thermique. Maintenant, on va passer à la convection. Maintenant, on va voir les transferts thermiques par convection. Après avoir vu ceux par conduction. Donc la loi phénoménologique de Newton va décrire ces transferts thermiques par convection. Donc elle décrit l'évolution de la température d'un système incompressible, ça veut dire dont le volume ne change pas, en contact avec un thermostat. Un thermostat, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple l'air environnant. Par exemple, si je vous dis, en fait, c'est un système dont la température ne varie pas, même quand il y a un transfert thermique. Exemple, je suis en train de chauffer un barbecue dans mon jardin. Normalement, il y a un transfert thermique du barbecue vers le milieu extérieur. Donc ça veut dire que le milieu extérieur est censé chauffer. Donc sa température est censée augmenter. Sauf que si c'est un jour où il fait 25 degrés, ben, il ne va pas faire 30 degrés juste à cause du fait que j'ai augmenté la température à cause de mon barbecue. Donc ça va augmenter très 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 légèrement. Donc on fait comme si que la température du système ne changeait pas. Il est tellement grand qu'il ne change pas. Donc c'est ce qu'on appelle un thermostat. Donc que dit la loi phénoménologique de Newton? Elle dit que le flux thermique entre un système incompressible et un thermostat est proportionnel à la différence de température entre les deux. Donc ce facteur de proportionnalité, c'est H fois S. H, c'est le coefficient d'échange conducto-convectif. Donc c'est par rapport à la convection, un peu la conduction, mais surtout la convection. S, c'est la surface d'échange entre le milieu extérieur, donc le thermostat, et le système incompressible. Et ça, c'est la température du TTH, c'est la température du thermostat, et T, c'est la température du système. Et là, vous avez le flux thermique. Donc ça ressemble un petit peu à ce que vous avez vu pour la conduction. Pour la conduction, c'était flux est égal à différence de température divisé par la résistance thermique. Donc là, en fait, ça voudrait dire que la résistance thermique, c'est 1 sur H fois S. Mais sinon, c'est la même formule. Donc c'est ce que je viens de vous dire, un thermostat, c'est un système fermé, capable de fournir de la chaleur ou de recevoir de la chaleur, sans que sa température ne varie. Donc soit fournir, soit recevoir de la chaleur. Donc, comment est-ce qu'on établit une équation différentielle à partir de ça? Donc à partir de ça, vous allez voir qu'on va avoir une équation différentielle. Rappelez-vous de ce qu'est le flux thermique. Donc le flux thermique, c'est dQ sur dt. Ça, c'est ce qu'on a vu un peu plus en avant. Si on est dans un système incompressible, on avait vu que donc le volume ne change pas, ça voudrait dire que Q égale à delta U égale à C fois delta T. Donc C dt. Donc je remplace dQ par C dt. Et ensuite, on a donc, je distribue ici, on a C dt sur dt. C'est pas le même t, attention. Hein. Le grand T c'est la température et le petit t c'est la durée, c'est le temps. C'est égal à H fois S fois la température du thermostat, moins H fois S fois la température du système. Et finalement, si je veux garder juste dt sur dt, donc je divise le tout par C, donc il ne me reste plus que dt sur dt ici, et là j'ai tout divisé par C. Ensuite, je vais écrire ça d'une autre manière, parce qu'on avait appris que c'était bien d'écrire une équation différentielle sous la forme y' égale à a fois y plus b. Ben, vu qu'on a dt sur dt, ça veut dire que le y, ça va être t. Donc y' c'est dt sur dt. Donc ça veut dire que le t qui était ici, je le mets devant, juste pour avoir le y avec le a ici. Donc ça fait moins h fois s sur c fois t, donc tout ça, plus ça. Ici, h fois s fois th sur c. Donc a, c'est ce qui est en bleu, B, c'est ce qui est en vert. Finalement, on avait vu que on avait appris à résoudre une équation différentielle de ce type-là. On va le faire
d'une manière tout de suite, et ensuite je vous apprendrai en vrai la réelle manière de résoudre une équation différentielle qu'on n'a pas encore vue. Donc l'équation différentielle, je l'ai réécrite ici pour l'avoir sous la main. Donc la solution d'une équation de ce type, c'est YG plus YP. YG, on avait vu que c'était une constante fois l'exponentielle de A fois T. Donc le A, c'est ça. Et la solution particulière, donc le YP, c'est moins B sur A. Donc c'est moins ça sur ça. Donc finalement, la solution est K fois exponentielle de A, donc moins H fois S sur C fois T, plus, on avait dit que c'était ça, divisé par ça, moins, ça divisé par ça. Comme il y a un moins ici et un moins ici, ça devient plus. Et ensuite, il y a H, S sur C qui vient des deux côtés, ça s'annule. Donc il ne reste plus que T, TH, la température du thermostat. Donc là, on a la solution de l'équation différentielle, mais il nous manque quelque chose, c'est la constante. On ne sait pas à quoi est égale cette constante. Donc comme dans la mécanique, pour connaître la constante, on revient aux conditions initiales. Donc aux conditions initiales, T0, c'est égal à quoi? Je remplace T par 0, donc de deux manières différentes. Premièrement, en remplaçant T par 0 ici, et deuxièmement, en connaissant le système initial. Donc premièrement, je remplace T par 0, ça donne la constante fois exponentielle de 0, c'est ce que j'ai ici, plus TH. Exponentielle de 0, c'est égal à 1, donc il me reste K plus TH. Donc c'est ce que j'ai ici. Donc finalement, K est égal à T0 moins TH. Et comme T0, je le connais, par exemple, imaginons que je vous dise que la température du système était égale à 25 degrés au début, donc ça me fait 25 moins TH. Et j'ai plus qu'à remplacer ma constante par T0 moins TH, ici. Ça fait T0 moins TH fois exponentielle de moins HS sur C fois T plus TH. Plus T de TH. Température du thermostat. Donc ça, c'est la solution de mon équation différentielle. Qu'est-ce qu'elle donne si on la trace, cette équation différentielle? Donc si on a un refroidissement d'un système, imaginez par exemple que j'ai une tasse de café qui est en train de refroidir. Donc elle était à 80 degrés au départ, et finalement elle va refroidir jusqu'à quelle température? La température de l'air ambiant, donc 20 degrés par exemple. Donc c'est la température du thermostat. Donc elle va diminuer avec cette forme-là. Elle refroidit très fortement au départ, et ensuite elle refroidit mais plus lentement, jusqu'à atteindre la température du thermostat, donc de l'air ambiant. Maintenant, si je réchauffe un système, par exemple, vous aviez de l'eau hyper froide à 5 degrés, mais vous êtes dans une pièce à 30 degrés. Dans ce cas-là, cette eau, elle va se réchauffer. Donc vous aurez la même forme, mais dans l'autre sens. Mais le but final, c'est toujours d'atteindre la température du thermostat. TH. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi phénoménologique de Newton, et c'est dans le cas des fluides. Donc c'est dans le cas des transferts thermiques par convection. Donc soit des liquides, comme je vous ai dit pour un verre d'eau qui va se réchauffer, ou un café qui va se refroidir, soit dans le cas des gaz. Donc l'air ambiant par exemple, peu importe. Dernièrement, par rayonnement. Juste pour l'équation différentielle, juste à la fin, je vais vous faire un petit topo sur ça. Donc dernièrement, par rayonnement, donc le transfert thermique par rayonnement, c'est le plus simple. Normalement, vous avez déjà vu ça, soit en enseignement scientifique, soit en SVT. Qu'est-ce que l'effet de serre? Je vous rappelle que l'énergie rayonnante du Soleil, ou énergie solaire, une fois qu'elle transfère l'atmosphère terrestre, elle va être en partie absorbée par la Terre, par l'atmosphère ou par la surface terrestre, et en partie elle va être renvoyée, soit par l'atmosphère, soit par la surface terrestre. Donc c'est ce qu'on a ici. Ici, vous avez 100% de l'énergie solaire qui arrive sur Terre, ça correspond à 340 watts par mètre carré. Ça, c'est un flux thermique. Il y a une partie, donc 70% de l'énergie solaire qui est absorbée donc par la Terre, donc soit par l'atmosphère, soit par le sol, donc la surface terrestre, et 30% qui repart directement. Non, je dis n'importe quoi. 30% qui repart, pas directement. Une partie
repart directement et une autre partie repart après avoir été absorbée par la Terre. Donc on verra ça justement. Je vous laisse lire ça. C'est pas le plus important, mais ça peut permettre de comprendre. Donc l'albédo, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la proportion de cette énergie qui est réfléchie, soit par l'atmosphère, soit par la surface terrestre. Je vous donnerai ensuite un autre schéma qui va être plus clair que celui-ci. Celui-ci il est clair, mais il a beaucoup de choses en fait. Donc comme c'est la proportion d'énergie qui est réfléchie par rapport à l'énergie qui est reçue par la Terre, donc c'est le flux thermique qui est réfléchi sur le flux thermique incident, donc celui qui est reçu par la Terre. Donc, incident divisé par ce qui a été n'importe quoi, réfléchi divisé par incident. L'incident, qu'est-ce que c'est? C'est 340. Et qu'est-ce qui a été réfléchi? C'est 30%, donc c'est à peu près 100. 100 watts par mètre carré. Donc 100 divisé par 340, ça fait 30%, à peu près. Donc normalement le 30, c'est pas comme ça qu'on aurait dû l'avoir. Là j'ai calculé par rapport à ça, mais imaginez que ici je vous dise qu'il y a 100 watts par mètre carré qui ont été réfléchis, que ce soit par l'atmosphère ou par la surface terrestre, sachant qu'il y a 340 watts par mètre carré qui sont arrivés sur Terre. Donc finalement l'albédo est de 30%, ou 0,30. Désolé, j'ai pas été très clair. Donc actuellement elle est de 30%, donc 0,30 l'albédo, sauf que elle peut augmenter ou elle peut diminuer. Dans quel cas est-ce qu'elle va diminuer? Dans le cas où le flux solaire par unité de surface augmente. Ça veut dire que si à un moment donné le soleil émet plus, donc ça veut dire que ça va être plus important. Non, ça va être plus important. Donc si le dénominateur est plus important, le tout va diminuer. Mais aussi, si le flux qui est réfléchi diminue, ben dans ce cas-là, l'albédo va diminuer. Et dans quel cas est-ce que le flux qui est réfléchi diminue? Ben dans le cas où on a des gaz à effet de serre, justement. Parce que les gaz à effet de serre va piéger une partie qui devrait être renvoyée dans l'espace. Donc il y a un rayonnement infrarouge qui va rester sur Terre alors qu'il devrait partir. Donc finalement, à cause des gaz à effet de serre, on peut avoir une albédo qui va diminuer au fur et à mesure du temps. Et dans ce cas-là, ça peut être catastrophique au niveau des conséquences qu'il peut y avoir sur Terre. Donc comme je vous l'ai dit, certains gaz qui composent l'atmosphère, principalement le dioxyde de carbone et les molécules d'eau, donc l'eau, la vapeur d'eau, absorbent puis renvoient vers la surface de la Terre les rayonnements infrarouges émis par le sol. Alors qu'à la base, ils étaient destinés à être renvoyés dans l'espace. Donc ça veut dire qu'il y a un surplus d'énergie sur Terre. Donc ça va faire en sorte qu'il y aura un réchauffement climatique. Donc c'est ce qu'on a ici. Une partie, le rayonnement solaire arrive ici. Une partie est renvoyée. Et il y a une partie qui avait été absorbée par la surface terrestre et qui doit être réémise par le sol. Sauf que des gaz à effet de serre vont capturer cette énergie-là et la renvoyer. Ça, c'est normal. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que les gaz à effet de serre augmentent actuellement. Donc ça veut dire que la proportion qui devait être capturée, elle augmente de plus en plus. Mais le fait qu'il y ait de l'effet de serre, c'est normal. C'est naturel sur Terre. Il faut qu'il y ait de l'effet de serre, sinon il ferait très chaud la journée et très 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 froid la nuit. Dernière chose à voir, c'est la loi de Stefan Boltzmann. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Elle dit que le flux thermique par unité de surface émise par un corps noir dépend de sa température. Donc ça veut dire que le flux thermique phi par unité de surface, donc quand je mets phi avec un 0 et une barre, c'est le flux thermique tout simple. Et quand je mets un phi comme ça, c'est le flux thermique par unité de surface. Donc ça veut dire que c'est phi divisé par S, par la surface. Émise par un corps noir dépend de sa température. On voit que c'est proportionnel à la température puissance 4.
Ce coefficient de proportionnalité, c'est égal à ça, 5,67 fois 10 puissance moins 8. Pourquoi c'est des watts par mètre carré par Kelvin puissance moins 4? Parce que si vous faites sigma, c'est égal à phi divisé par t puissance 4. Phi, c'est des watts par mètre carré, parce qu'on a vu que c'était un flux par unité de surface, donc watts par mètre carré. Et t, c'est en Kelvin. Et comme c'est à la puissance 4, ça va être la puissance moins 4, vu que c'est divisé. Je vous rappelle qu'un corps noir, c'est un corps qui est capable d'absorber tout le rayonnement électromagnétique qu'il reçoit. Donc s'il reçoit de l'infrarouge, s'il reçoit du visible, s'il reçoit de l'ultraviolet, etc., il va tout absorber. Il ne va pas renvoyer. Donc, un exemple. Sachant que le flux thermique par unité de surface émis par une tache solaire est de 1,8 fois 10 puissance 1. Je me suis trompé ici. La virgule, elle devait être ici, et le fois, il devait être ici. Donc 1,8 fois 10 puissance 7 watts par mètre carré. Calculer la température de cette tache solaire. Et là, je me suis trompé aussi, j'ai mis un A tréma, un accent circonflexe, et là, j'ai pas mis l'accent circonflexe. Bon, peu importe. Donc, calculer la température de cette tache solaire, considérée comme un corps noir. Parce que si on ne la considère pas comme un corps noir, on ne peut pas utiliser la loi de Boltzmann, de Stefan Boltzmann. Comment est-ce qu'on fait ça? La loi de Stefan Boltzmann dit que phi est égal à sigma fois t puissance 4. Vous, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande la température de la tache solaire. Donc, vous isolez t puissance 4, ça fait phi sur sigma, et finalement, pour enlever le puissance 4, soit vous faites racine quatrième, soit vous faites puissance 1 quart. Ça, on l'a déjà vu en cours. Donc, si vous faites phi sur sigma, le tout puissance 1 quart sur votre calculatrice, soit racine quatrième. Pas racine carrée, faites attention. Comme phi, on vous a dit que c'était égal à 1,8 fois 10 puissance 7, donc c'est ce qu'on met ici. Sigma, c'est égal à ça, donc on n'a plus qu'à calculer. Donc la tache solaire fait 4200 Kelvin, à une température de 4200 Kelvin. Donc ça, c'est une loi qui est assez simple à utiliser, il faut juste savoir l'utiliser. Donc je pense qu'il n'y en a même pas à retenir. Bon, retenez-la si vous voulez, mais en général, c'est des exercices assez simples sur la loi de Stefan Boltzmann. Donc on a terminé le cours, maintenant je vais juste vous expliquer comment est-ce qu'on résout une équation différentielle. Ça, je ne reviens pas dessus parce qu'on l'a déjà fait dans un chapitre précédent. Donc ça, c'est la façon de résoudre l'équation différentielle en connaissant ça et ça. Par contre, maintenant, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on est arrivé à ça et ça, en fait. Donc, j'ai une équation différentielle de la forme y' égale à y plus b. Donc y', c'est dy sur dt, si la variable c'est t. Donc, première étape, on fait comme si il n'y avait pas de b. Donc on va résoudre y' est égal à ay, et pas de b. Pourquoi? Parce que c'est plus simple, et puis ça va nous donner la première forme de la solution. Mais ça ne va pas être la solution définitive. Donc, y' c'est dy sur dt, et est égal à ay. Donc je vais mettre tous les y d'un côté, donc les dy et les y, et tout le reste de l'autre côté. Donc y je le mets en dessous, et dt je le remets au-dessus. Ça fait dy sur y est égal à a fois dt. Et maintenant on va intégrer entre 0 et t. Intégrer, c'est comme les primitives, sauf qu'il y a un truc que vous ne connaissez pas, c'est qu'il faut donner deux bornes. Entre quoi est-ce qu'on va intégrer? Entre l'instant 0 et l'instant t. Donc on met deux bornes ici, entre 0 et t. Entre 0 et t, y à l'instant 0 c'était y0, y à l'instant t c'est y. Donc pour y, on va intégrer entre y0 et y, qui correspond à 0 et t. Donc ça fait, n'ayez pas peur, c'est juste un symbole, pour dire on intègre. A, comme c'est une constante, on peut le sortir de l'intégrale. Donc on peut intégrer que dt. Ça ne va rien changer, c'est comme pour la dérivée. On peut sortir la constante de la dérivée et puis ça va donner la même chose. Donc là je l'ai sorti ici. Donc finalement, c'est quoi la primitive de dy sur y? Donc dy, c'est la dérivée de y sur y. Une dérivée sur une fonction.
Donc U' sur U par exemple. Ça, vous l'avez déjà vu normalement pour ceux qui sont en maths. Quand vous avez U' sur U, la primitive de ça, c'est le logarithme népérien de Y. Donc dy sur Y, sa primitive, c'est ln de Y. Donc ça veut dire qu'on va mettre entre crochets ln de Y, parce que c'est la primitive de ça, mais on garde entre Y0 et Y. Ici. Maintenant ici, on va garder le A. Et c'est quoi la primitive de dt? En fait, c'est la primitive de 1 fois dt. La primitive de 1, quand la variable c'est t, donc dt ça veut dire que la variable c'est t, donc la primitive de 1 c'est t. En mathématiques, la primitive de 1 c'est x. X plus une constante en fait. Mais sauf que les constantes, quand on fait les intégrales, on n'aimait pas. Parce qu'elles apparaissent automatiquement grâce aux deux bornes. Donc on met t ici, parce que la primitive de 1 c'est t, ou la primitive de dt, peu importe, c'est t, entre 0 et t. Donc ces deux bornes, elles servent à quoi? Elles servent à... On va remplacer y par ça d'un côté, moins on remplace y ensuite par ça. Donc ça fait log de y moins log de y0. Et de l'autre côté, pareil. Est égal à a fois t moins 0. T moins 0, ça fait t. Donc ça fait log de y moins log de y0 égale à a fois t. Je vous rappelle que log de a moins log de b, c'est log de a divisé par b. Donc log de y moins log de y0, ça fait log de y sur y0. C'est ce que j'ai ici, égal à a fois t. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est le log. ln, ça m'embête, donc je veux l'enlever. Parce que je veux avoir quelque chose de la forme y égale. Ce que je veux trouver, c'est y. Donc pour isoler y, j'ai besoin d'enlever le log. Pour enlever le log, je vous rappelle qu'on fait exponentiel. Parce que exponentiel, c'est l'inverse du log. C'est comme le log log. Pour l'enlever, on fait 10 puissance. Ça, on l'avait déjà vu plusieurs fois. Pour enlever le 10 puissance, on met log. Par contre, pour enlever le ln, donc logarithme népérien, on met une exponentielle. Donc exponentielle de log de y0, donc exponentielle de tout ça, égale à exponentielle de tout ça, a fois t. Et finalement, exponentielle et log, ça s'annule, il reste y sur y0, égale à ça. Et finalement, je veux juste isoler y, donc le y0, je le mets au-dessus. Donc ça me donne ça. Y égale à y0 fois exponentielle de at. Donc ça, c'est la solution de l'équation différentielle, celle-ci, pas celle-ci. Donc y' égale à ay. Sauf que moi, j'avais un plus b ici. Donc, pour trouver la solution de cette équation différentielle avec le b, bah, il faut que je reprenne cette forme-là, mais sans le y0. À la place de y0, je mets une fonction. Donc je vais mettre u de t à la place du y0. Et tout le but de la suite, ça va être de trouver à quoi est égal ce u de t, cette fonction-là. Bah, comment est-ce que je fais? Bah, vu que y, je sais que c'est cette forme-là, u de t fois exponentielle de at, donc je vais l'intégrer dans l'équation différentielle, ici et ici. Donc y' là-dedans, y', si je fais la dérivée de tout ça, donc j'ai deux fonctions, j'ai une fonction u et une fonction exponentielle. C'est comme si j'avais u fois v. U fois v, la dérivée c'est u' v plus u v'. Vous vous souvenez de ça, je pense. Donc u' v, donc c'est u' de t fois exponentielle de at, plus uv', donc plus u fois la dérivée de l'exponentielle de at. Je vous rappelle que la dérivée de ça, d'une exponentielle, c'est la dérivée de ce qu'il y a là fois le tout. Donc la dérivée de at c'est a fois l'exponentielle de at. Je vous expliquerai ça de vive voix en cours, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc finalement j'ai ça. Ça c'est juste le y' est égal à a fois y, donc je réécris ça, plus b. Je réécris le b. Là j'avais a fois u fois exponentielle, et là j'ai a fois u fois exponentielle. Donc ça s'annule. Ça simplifie des deux côtés. Donc finalement j'ai plus que u' fois exponentielle de at est égal à b. Moi, ce que je veux maintenant, c'est trouver u à quoi il est égal. Donc, je vais d'abord isoler le u'.
pour isoler le U', je veux enlever exponentielle de AT. Pour enlever exponentielle de AT, je multiplie par exponentielle de moins A sur T. Ou alors je divise par exponentielle de AT, ça revient même. Donc ça fait exponentielle de AT moins AT, donc ça simplifie. Et là, j'ai aussi multiplié par exponentielle de moins AT, des deux côtés. Donc il ne me reste plus que ça. Mais moi, ce que je veux, c'est pas U', c'est U. Parce que je sais que Y, ça va être de la forme U fois exponentielle de AT. Donc je veux U. Donc je dois faire la primitive de U'. C'est quoi la primitive d'une exponentielle? Et ça, je vais vous le refaire en cours. C'est moins B, donc en fait c'est moins 1 sur A. Si j'enlève le B ici, si je prends juste exponentielle de moins AT, donc ça primitive, ce serait moins 1 sur A fois l'exponentielle. Donc ça fait moins B sur A, vu qu'il y avait un B ici, fois l'exponentielle, plus une constante, parce qu'il y a toujours une constante quand on intègre. Donc ça, je vous le réexpliquerai aussi, essayez de revoir ça tranquillement, sinon je vous le réexpliquerai en cours. Finalement, la solution de l'équation différentielle devient quoi? Je remplace, c'est égal à ça, donc maintenant je remplace U par ce que j'ai trouvé ici. Donc ça me fait ça, fois exponentielle de AT. Donc maintenant, quand je distribue, ça va me faire tout ça fois exponentielle de AT, sauf que j'ai exponentielle de moins AT d'un côté, exponentielle de AT de l'autre côté, ça se simplifie. Donc j'ai que moins B sur A. Donc j'ai moins B sur A ici, plus K fois exponentielle de AT. Et finalement, on trouve ce qu'on avait trouvé tout à l'heure avec YG et YP. Mais ça vient de là en fait. Donc finalement, vous pouvez le faire si vous avez les nombres. Là, je l'ai fait avec les valeurs avec A et B. Mais si vous prenez les vraies valeurs, vous pouvez refaire toutes ces étapes-là pour trouver directement l'exponentielle. Normalement, c'est comme ça que vous devrez faire à l'université. Donc, on a terminé pour aujourd'hui. Là, je vous ai mis l'essentiel. Et l'essentiel, il y en a beaucoup. Donc, je vous l'ai mis en deux fois, en deux parties. Donc, je vous explique comment j'ai fait ça. Un petit problème, ça va en arrière. Donc voilà. Donc ici j'ai l'essentiel, c'est le début du cours. Ensuite la conduction, c'est tout ça. La convection, c'est la phénoménologie de Newton, donc c'est tout ça. Et le rayonnement, c'est tout ça. Avec l'albédo, l'effet de serre et la loi de Stefan-Boltzmann. Et ensuite, vous avez comme d'habitude les idées du grand oral. Je vous ai pas mis de QCM cette fois-ci, je n'ai pas eu vraiment le temps. J'essaierai de le faire une autre fois, je pense. Donc voilà, révisez bien et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin en cours. Au revoir tout le monde.